Bienvenue dans cette présentation du document C. Nous quittons le cœur du réacteur pour explorer l'architecture système complète. Le document C constitue la suite logique du document B. Alors que nous maîtrisons désormais le cœur plasma, il est temps de voir plus grand. Un réacteur hybride ne peut pas être étudié comme un cœur isolé. C'est un organisme complexe qui nécessite une intégration totale. Pour devenir utile, le dispositif doit s'intégrer dans une architecture comprenant un bus DC, un stockage tampon et une supervision centrale. Nous développons ici une approche systémique. Le réacteur devient le cerveau d'une plateforme intégrée, testable et sécurisable. L'idée centrale est une chaîne de valeur, du contrôle du plasma vers la récupération, puis le stockage et la supervision. Le bus DC joue le rôle de colonne vertébrale énergétique. Il reçoit, distribue et stabilise les flux issus de la récupération. Le stockage tampon permet d'amortir les variations et de préserver l'énergie nécessaire à un arrêt contrôlé en toute sécurité. La supervision centrale coordonne les modules, surveille les seuils critiques et applique les priorités de délestage. Un point majeur est l'extension de la commande K. Elle n'est plus seulement locale, elle devient l'arbitre global du système. Cette commande arbitre entre les besoins, protéger le bus DC, prioriser le refroidissement et garantir le retour à un état sûr. Le document C prépare l'intégration de modules auxiliaires comme le traitement d'eau ou la production d'hydrogène. Ces modules restent subordonnés à la sécurité du cœur. Nous suivons une logique de prudence constructive, étape par étape. Nous transformons le réacteur en un système complet, reliant la physique du plasma à l'ingénierie énergétique moderne. Ce document constitue le pont indispensable vers les applications physico-chimiques qui seront développées dans le document D. Document C, chapitre 1, Architecture générale du système intégré, une étude monumentale de l'enveloppe fonctionnelle entourant notre cœur réacteur. Le document B a défini le cœur technique, le plasma, la commande K et le bus DC. Le document C franchit une étape logique en intégrant ce cœur dans un système complet et organisé. Nous ne demandons plus seulement comment stabiliser le plasma, mais comment organiser l'ensemble du système. Comment produire, distribuer, sécuriser et utiliser l'énergie. Le document C occupe une position charnière, reliant la vision globale du document A et le cœur réacteur du document B aux applications chimiques futures du document D. Le système intégré remplit 12 fonctions critiques. Il doit d'abord produire l'énergie, la distribuer vers les sous-systèmes et alimenter les fonctions vitales. Il assure la stabilisation du bus DC, gère le stockage tampon et pilote les actionneurs nécessaires au maintien du régime de fusion. La supervision constante du plasma, le maintien de la sécurité globale et le délestage des charges non critiques sont essentiels à la survie de l'architecture. Enfin, il permet l'utilisation externe de l'énergie, prépare l'intégration des modules chimiques et documente scrupuleusement chaque donnée de fonctionnement. L'architecture générale se structure autour de 3 chaînes. La chaîne énergétique relie le cœur plasma au bus DC, puis aux charges et modules utiles. La chaîne de contrôle superpose les diagnostics, la supervision centrale et la commande K globale pour piloter les actionneurs et assurer le délestage. La chaîne de sécurité agit en dernier recours, détection, alerte, limitation et, si nécessaire, un arrêt contrôlé vers un état sûr. Ces 3 réseaux superposés forment un ensemble indissociable où la sécurité et le contrôle dominent la production pure. Le système est divisé en blocs fonctionnels. Le bloc cœur contient le plasma, les aimants, la PLL et la commande K locale. Le bloc de récupération capte l'énergie thermique et inductive disponible pour la transformer en un flux exploitable par le bus DC. Le bus DC reçoit et distribue l'énergie, tandis que le stockage tampon absorbe les fluctuations lors des phases transitoires critiques. Le cerveau du système est le bloc de supervision centrale. Il coordonne les états, définit les priorités et assure la cohérence globale. Les auxiliaires gèrent le refroidissement, la ventilation et l'alimentation secondaire, indispensable au maintien des conditions opérationnelles. Enfin, la charge utile reçoit l'énergie excédentaire, préparant l'intégration des futurs modules chimiques de traitement ou de production du document D. Le schéma fonctionnel global n'est pas linéaire mais circulaire, grâce à la boucle de rétroaction permanente entre les capteurs et le superviseur. Il faut bien distinguer le cœur réacteur du système intégré. Le cœur se limite au plasma, aux bobines et aux actionneurs radiofréquences. Le système intégré englobe tout le reste, le bus DC, le stockage, les auxiliaires, la maintenance et surtout la gestion des modes et de la supervision. Le bus DC est la colonne vertébrale énergétique. Ses grandeurs, tensions, courants et puissance sont les indicateurs de santé du système. S'il est instable, l'ensemble du réacteur est menacé. S'il est bien régulé, il permet une intégration modulaire fluide et sécurisée.
La supervision centrale coordonne les décisions globales sans remplacer la PLL locale. Elle englobe le système dans une logique plus vaste. Elle reçoit des données de chaque bloc pour décider du mode de fonctionnement, du délestage et des seuils de sécurité à appliquer. La commande K se décline en deux niveaux. La commande K locale agit directement sur le plasma pour maintenir sa stabilité immédiate. La commande K globale coordonne le système complet. Elle évite qu'un sous-système n'optimise son propre fonctionnement au détriment de l'ensemble. Elle dépend de la tension du bus, de l'état du stockage et des températures des modules, garantissant une harmonie opérationnelle totale. Le système respecte une hiérarchie stricte. La sécurité humaine et matérielle est la priorité absolue, suivie du maintien des diagnostics. Viennent ensuite le refroidissement et la stabilité du bus DC, condition sine qua non pour l'activation des actionneurs essentiels. La production d'énergie et l'optimisation du rendement ne sont envisagées qu'une fois toutes les étapes précédentes sécurisées. En résumé, la sécurité prime sur le contrôle, qui prime sur la stabilité, avant toute considération de production ou de charge utile. 10 modes régissent la vie du réacteur. En mode veille, la surveillance est minimale. En mode préparation, le bus DC et les auxiliaires s'activent. Le mode démarrage active progressivement les systèmes RF. Le mode observation produit un plasma à faible niveau pour tester le régime. La PLL cherche ensuite un verrouillage stable en mode synchronisation avant de maintenir le plasma dans sa zone contrôlée en mode stabilisation. La récupération d'énergie est autorisée sous surveillance, menant au mode de production utile pour alimenter les charges externes. En cas d'anomalie, le mode dégradé limite les fonctions, tandis que le mode arrêt contrôlé ramène le système vers un état de sécurité totale. L'architecture doit être modulaire. Cela permet de tester chaque bloc séparément et de remplacer un module sans tout reconstruire. De la gestion du cœur, plasma au refroidissement, chaque module dispose d'interfaces clairement définies pour échanger énergie et données. Une interface définit ce qu'un module échange: énergie, données, signaux de commande, fluide ou chaleur. Tout est codifié. Le module cœur, par exemple, échange de l'énergie avec le bus, des données avec les diagnostics et reçoit ses ordres de la supervision centrale. 11 flux d'énergie principaux animent le système. L'équation système doit être surveillée en temps réel pour maintenir l'équilibre parfait. De la source externe vers les actionneurs et de la récupération thermique vers le refroidissement, chaque watt est comptabilisé et dirigé. En cas d'anomalie, le mode dégradé limite les fonctions, tandis que le mode arrêt contrôlé ramène le système vers un état de sécurité totale. Chaque événement est enregistré dans un journal synchronisé, indispensable pour valider les protocoles et améliorer la commande K. Les flux de sécurité peuvent limiter ou couper toute fonction indépendamment des commandes normales. Ils sont prioritaires en tout temps. Que ce soit une alerte radiologique ou une décharge de bobine, la sécurité prend le dessus sur l'optimisation pour protéger l'intégrité du système. Le système ne doit jamais laisser l'énergie excédentaire créer une surtension incontrôlée. L'excédent est alors dirigé vers le stockage, les charges contrôlées ou, en dernier recours, dissipé sous forme de chaleur. A l'inverse, un manque d'énergie peut survenir si le plasma consomme trop ou si le stockage est faible. Il faut alors délester. La charge utile externe est la première coupée, suivie des modules non critiques. La sécurité et les diagnostics restent alimentés en priorité. Le refroidissement est un sous-système essentiel. Il doit extraire la chaleur du plasma, des bobines et des convertisseurs. Si la température dépasse les seuils, le système réduit automatiquement la puissance ou entre en arrêt contrôlé pour éviter la fusion matérielle. La charge utile est la fonction externe alimentée par le système, de la simple charge électrique au module de traitement d'eau. Elle n'est alimentée que si le système est stable et le bus d'essai régulé. Elle doit rester délestable en cas de problème majeur. Le document C prépare l'intégration des futurs modules chimiques qui seront développés en détail dans le document D. Hydrogène, oxygène ou NACLO, ces modules peuvent être alimentés par le bus d'essai, mais doivent rester isolés du cœur sur le plan de la sécurité. Chaque module externe doit être supervisé. Puissance consommée, température et impact sur le bus d'essai sont scrutés en permanence. Un module externe ne doit pas avoir un accès direct et incontrôlé au bus. Il doit passer par une interface de puissance protégée. Le document C prépare l'intégration des futurs modules chimiques qui seront développés en détail dans le document D. Le cerveau du système est le bloc de supervision centrale. Il coordonne les états, définit les priorités et assure la cohérence globale. Le système est décrit par des états logiques précis, de la veille aux défauts critiques, définissant les modules autorisés et les puissances maximales. Chaque état impose des seuils de sécurité et des conditions d'entrée et de sortie strictes
pour garantir une stabilité opérationnelle sans faille. Les transitions doivent être contrôlées. On ne passe jamais directement de l'arrêt à la production. Il faut suivre une séquence ordonnée. En cas de problème, la transition vers l'arrêt contrôlé est automatique, basée sur des mesures physiques et non sur des suppositions. Le système intégré doit enregistrer les données importantes. Les journaux doivent inclure l'état du système, du plasma et du bus d'essai. Ces journaux servent à comprendre les essais, à valider les protocoles et à démontrer la sécurité absolue de l'installation. L'autonomie du système se décline en 7 niveaux, du système entièrement externe à la production utile autonome au-delà des besoins internes. Atteindre le niveau 6 est l'objectif ultime, où le réacteur devient une véritable centrale fournissant une énergie propre à la société. L'intégration système introduit ses propres limites. Chaque module ajouté augmente la complexité et les interactions à maîtriser. Le bus d'essai peut devenir un point faible. Il doit être segmenté et protégé. Les modules externes ne doivent jamais perturber la stabilité du cœur. En synthèse, le document C transforme le réacteur en une plateforme énergétique intégrée où le bus d'essai est la colonne vertébrale et la supervision le cerveau. La sécurité doit dominer toute logique de production. C'est le fondement même de notre architecture symbiotique. Le chapitre suivant développera la cartographie détaillée de chaque module fonctionnel. Fin du chapitre 1. Document scellé, Denis Mamolar, auteur. Bienvenue dans cette étude approfondie du document C, chapitre 2, consacré aux modules fonctionnels du système intégré. Notre objectif est de cartographier chaque bloc entourant le réacteur hybride, en définissant leur rôle, entrée, sortie et priorité de sécurité. Le principe de modularité est essentiel. Il permet de diviser le système complet en blocs fonctionnels coordonnés, facilitant les tests et le développement progressif. Chaque module est régi par une fiche précise dictant sa fonction, ses flux de données et ses limites critiques de fonctionnement. Nous identifions 12 modules principaux, allant du cœur plasma à la supervision centrale et aux charges utiles externes. Le module 1, le cœur plasma, est le centre physique du système. Sa fonction est de produire un plasma contrôlable et potentiellement énergétique. Il reçoit l'énergie RF, le gaz ionisé et les commandes d'actionneurs, tout en étant régulé par un refroidissement indirect. Le module 2, les diagnostics, transforme le comportement imprévisible du plasma en flux de données exploitables. Il fournit les variables critiques telles que l'induction interne, le courant plasma et la densité pour un traitement en temps réel. Le module 3 assure le contrôle PLL et la commande K locale, cherchant le verrouillage phase-fréquence parfait. Les actionneurs du module 4 sont les organes appliquant physiquement les corrections au plasma, bobines et système RF. Le module 5 capte l'énergie disponible, par voie thermique ou inductive, sans déstabiliser le cœur. Règle d'or, la stabilité prime sur la récupération. Celle-ci doit être coupée au moindre signe de menace sur le système. Le module 6, le bus d'essai principal est la colonne vertébrale électrique, stabilisant et distribuant l'énergie vers toutes les charges. Le stockage tampon du module 7 amortit les variations de puissance et maintient les fonctions critiques lors des transitions. Le module 8 organise la supervision centrale et la commande K globale, coordonnant les priorités entre tous les modules. La sécurité, module 9, possède la priorité maximale. Elle surveille les conditions dangereuses et déclenche l'arrêt contrôlé. Le refroidissement du module 10 est indispensable pour maintenir chaque composant dans ses limites thermiques de sécurité. Le module 11 distribue l'énergie réellement utilisée à l'extérieur, comme pour l'électrolyse de l'eau ou l'industrie. Les exemples incluent les pompes, les électrolyseurs et les micro-réseaux connectés en sortie. Enfin, le module 12 prépare le lien avec le futur document D, gérant la production chimique et le traitement de l'eau. Cette architecture impose une hiérarchie stricte. Sécurité, puis contrôle plasma, stabilité énergétique et enfin charge utile. Les interfaces énergétiques décrivent les échanges de puissance, définissant tension, courant et sens du flux pour chaque module. Les données doivent être synchronisées et validées. Une donnée non fiable doit être signalée immédiatement au système de contrôle. Les interfaces de sécurité court-circuitent les commandes normales pour imposer des réductions de puissance ou des délestages. Chaque module peut passer par divers états, de la veille à l'arrêt d'urgence, selon les contraintes de l'architecture globale. La matrice de dépendance souligne que l'arrêt contrôlé dépend du stockage, du bus et des diagnostics en cascade. En cas de crise, le délestage suit un ordre précis. On coupe d'abord la charge utile pour préserver le cœur et la sécurité. Approfondissons les seuils de sécurité. Un arrêt d'urgence, ou SCRAM, est automatiquement déclenché si la tension du bus chute sous son minimum ou si l'indice de stabilité globale dépasse le seuil d'alerte. L'isolation sépare un module du reste du système en cas de court-circuit ou de comportement instable.
Le prototype minimal cherche d'abord à valider les relations fondamentales entre mesure, contrôle, action et récupération. L'architecture avancée, ultime étape, intègre la redondance complète et les modules chimiques complexes du document D. La roadmap distingue le prototype minimal visant la validation des relations fondamentales de l'architecture avancée qui intègre la redondance totale et les cycles chimiques complexes. Cette modularité renforce la brevetabilité du projet en revendiquant des combinaisons spécifiques de modules innovants. En synthèse, ce chapitre garantit une intégration système où la sûreté reste l'unique priorité absolue du réacteur. Le chapitre suivant transformera cette cartographie statique en une dynamique de fonctionnement complète. Fin de l'étude. Document C, chapitre 3. Flux d'énergie, de données et de sécurité. Un travail développé par Denis Mamolar. L'objet de ce chapitre est de décrire la dynamique fonctionnelle du système intégré, la circulation de l'énergie, des données, les signaux de sécurité et la préparation des schémas fonctionnels. Le système intégré n'est pas qu'une collection de blocs. Il est défini par ce qui circule entre eux. Énergie, données, commandes, état et alerte. 3 types de flux sont fondamentaux et doivent être pensés ensemble. Une énergie peut être disponible, mais inutilisable si les données sont insuffisantes. Une commande peut être correcte, mais interdite par la sécurité. L'idée centrale est que le système intégré fonctionne correctement seulement si les flux d'énergie, de données et de sécurité sont cohérents entre eux. Le cœur plasma ne suffit pas. L'énergie doit être distribuée et les données fiables. Le système peut être vu comme 3 réseaux superposés. Énergétique, de données et de sécurité. Chacun répond à une question vitale pour l'équilibre du réacteur. Le réseau énergétique transporte la puissance entre les sources, le bus DC, les actionneurs et les modules chimiques. Il répond à la question « Où va l'énergie ?» Le réseau de données transporte les mesures, états et commandes. Il répond à la question « Que c'est le système ?» Le réseau de sécurité gère les autorisations et les ordres d'arrêt. Il répond à la question « Qu'est-ce qui est permis ou interdit ?» Il doit impérativement primer sur les autres réseaux. La cohérence vient du croisement des chaînes. Par exemple, une récupération inductive n'est autorisée que si les données plasma indiquent une stabilité suffisante. Les flux d'énergie sont résumés par une équation de bilan. Cette équation doit rester équilibrée pour que le bus DC demeure stable. Les sources incluent l'alimentation externe, indispensable au démarrage, et la récupération inductive, contrôlée par le facteur K-REC. La récupération thermique est plus lente mais stable, tandis que le stockage agit comme une source temporaire indispensable à la régulation. Les charges principales sont les actionneurs pour le confinement, les diagnostics de contrôle et le refroidissement qui protège l'intégrité matérielle. Le bilan énergétique global organise la supervision. Si les sources dépassent les charges, on stocke. Sinon, le système doit délester avant l'instabilité du bus DC. Le bus DC est le point de rencontre des flux. Sa tension indique l'état du système. Une chute signale une demande trop forte ou une source insuffisante. En cas d'excédent, comme une récupération trop forte, la règle est stricte, réduction ou dissipation immédiate pour protéger le bus. Le déficit impose un délestage priorisé de la charge utile aux actionneurs secondaires sans jamais compromettre les diagnostics critiques. Les flux de données relient les capteurs à la supervision, incluant les paramètres plasma, de synchronisation et les données thermiques. La chaîne de données transforme le phénomène physique en action. Si une étape est défaillante, l'ensemble de la boucle devient dangereux. La supervision centrale calcule l'état global à partir des modules. Un état peut être normal, en synchronisation, ou nécessiter un arrêt contrôlé. L'horodatage doit être précis. Un décalage trop grand fausse la relation de phase, rendant la commande K et la PLL inopérantes. Chaque mesure est associée à un indice de qualité. Une donnée critique avec un faible indice de santé ne doit pas être utilisée pour une action forte. On distingue les données critiques, dont la perte impose une limitation, des données secondaires servant uniquement à l'optimisation. Les flux de sécurité sont prioritaires. Ils imposent la limite supérieure à toute commande demandée, garantissant la sûreté matérielle. Les sécurités plasma et électriques surveillent les seuils critiques pour déclencher des arrêts contrôlés ou des confinements minimaux si nécessaire. Une règle fondamentale, la sécurité prime sur l'énergie. Même si le plasma est prometteur, la sécurité peut réduire la puissance à tout moment. L'indice global S-Global résume l'état du système en intégrant les flux, plasma, électrique, thermique et de sécurité pour le superviseur. Le système transite entre les modes, de la préparation initiale à l'arrêt contrôlé, chaque phase ayant ses propres exigences de flux et de sécurité. La cohérence du système dépend de la priorité des flux de sécurité.
Cette architecture assure la maîtrise de la production. Prochaine étape, le bus DC. Document C, chapitre 4. Nous abordons aujourd'hui la colonne vertébrale énergétique du système intégré, le bus DC et son stockage tampon. Ce chapitre approfondit l'élément vital qui assure la stabilité, la supervision et la sécurité de l'ensemble de l'architecture. Imaginez le bus DC comme une colonne vertébrale reliant le cœur plasma aux actionneurs et à la récupération d'énergie. Le stockage tampon joue un rôle de régulateur, absorbant les variations rapides pour protéger le système contre les surtensions. Il constitue l'interface centrale entre la production, le contrôle et l'utilisation finale de l'énergie produite par le réacteur. 4 grandeurs fondamentales définissent l'état du bus: sa tension, son courant, sa puissance instantanée et l'énergie stockée. La puissance instantanée est le produit de la tension et du courant, permettant d'évaluer les flux d'énergie en temps réel. La tension indique si le bus opère dans sa plage normale ou s'il s'approche de zones de danger. Le courant reflète l'intensité des échanges. Un appel trop élevé peut signaler une surcharge ou un défaut critique. L'énergie stockée est notre réserve de sécurité, capable de soutenir les fonctions vitales lors d'une chute de production. En zone normale, tous les systèmes fonctionnent de concert sans contrainte excessive sur les composants. En sous-tension, la demande excède l'offre. Le système doit alors délester les fonctions non prioritaires. A l'inverse, une surtension impose de limiter la récupération ou de dissiper l'excédent dans des résistances de décharge. La zone critique exige un passage immédiat en mode sécurité pour éviter des dommages matériels irréversibles. Au départ, une source externe est nécessaire pour précharger le bus et activer les systèmes de supervision. La récupération inductive transforme les variations magnétiques du plasma en énergie utilisable via un redresseur. Plus stable mais plus lente, la récupération thermique convertit la chaleur résiduelle pour alimenter le bus sur le long terme. Les charges critiques, comme les diagnostics et la sécurité, doivent rester alimentées en priorité absolue. Les charges critiques, comme les diagnostics et la sécurité, doivent rester alimentées en priorité absolue. Enfin, les charges non critiques peuvent être délestées rapidement sans compromettre l'intégrité du réacteur. Le bus est segmenté pour isoler les défauts. Le sous-bus haute puissance gère les actionneurs majeurs. Le sous-bus contrôle, lui, nourrit les calculateurs et la commande K, exigeant une tension d'une pureté absolue. Le sous-bus sécurité est conçu pour être le plus robuste, restant actif même lors d'un défaut majeur du bus principal. Chaque sous-bus possède ses propres protections: fusibles électroniques, isolation galvanique et surveillance thermique. La règle d'or: un défaut sur la charge utile ne doit jamais entraîner la perte des diagnostics ou de la sécurité. Le stockage se divise en niveaux. Les condensateurs assurent une réponse ultra rapide pour lisser les variations. Les supercondensateurs forment le niveau intermédiaire, capable de fournir des pics de puissance transitoires. Enfin, le stockage énergétique, via des batteries, assure une alimentation stable et durable pour les fonctions de maintien. Avant toute action, le bus doit être préchargé. Cette étape cruciale évite une mise sous tension brutale et destructive. Attention à l'énergie stockée dans les bobines. Lors d'une décharge, elle peut retourner vers le bus et provoquer une surtension. Les convertisseurs DC-DC adaptent les niveaux de tension et dirigent les flux selon les besoins de la supervision. La récupération nécessite un redressement et un filtrage rigoureux pour ne pas injecter de bruit sur la ligne principale. L'impédance de récupération est contrôlée par Carec, rendant cette fonction active et adaptable à l'état du plasma. La charge utile n'est connectée que si la stabilité globale et la réserve d'énergie sont garanties. À terme, le bus alimentera des modules de production d'hydrogène ou de traitement d'eau essentiels à l'autonomie. La commande K globale intègre l'état du bus pour arbitrer entre récupération, stockage et consommation. L'indice SDC quantifie la stabilité électrique. Si cet indice augmente, la supervision doit réduire la complexité du système. Le démarrage suit une séquence stricte, de la vérification de sécurité à la connexion progressive de la charge utile. En cas de crise, le délestage doit être rapide mais ordonné pour éviter des rebonds de tension destructeurs. L'arrêt n'est considéré comme complet que lorsque la tension résiduelle est sûre et l'énergie inductive dissipée. Évitons les erreurs fatales comme l'absence de segmentation qui permettrait à un défaut mineur de paralyser tout le réacteur. Le bus DC mesure notre marche vers l'autonomie du niveau 0 alimenté par l'extérieur au niveau 6 de production nette. En résumé, le bus DC est le garant de la vie énergétique du système TVS. Maîtriser ces flux, c'est maîtriser la stabilité même de la fusion. Bienvenue dans ce nouveau volet du grand traité de fusion symbiotique. Nous abordons aujourd'hui le cerveau du système intégré, la supervision centrale.
Ce chapitre définit la couche de coordination entre le cœur plasma, le bus DC, le stockage, les actionneurs et la sécurité. Dans le document B, la commande K était locale au plasma. Ici, elle devient globale pour encadrer et relier tous les modules. L'objectif est de répondre à une question cruciale. Comment le système décide-t-il quoi faire, à quel moment, avec quelle priorité et sous quelles limites? La supervision centrale est le niveau de décision supérieur. Elle analyse les états de tous les modules pour déterminer le mode global. Ses fonctions sont multiples: déterminer le mode global, coordonner les priorités énergétiques et limiter les sous-commandes locales. Elle doit aussi protéger les fonctions critiques, organiser les transitions entre les modes et gérer les défauts du système. Elle constitue le cerveau du système, tandis que la PLL et la commande K locale sont les réflexes dynamiques du cœur plasma. Le contrôle local répond à l'urgence immédiate d'un sous-système précis, comme la régulation d'une bobine ou de la PLL. La supervision centrale, elle, arbitre à l'échelle entière. Ce module a-t-il le droit d'agir ainsi dans l'état global actuel? Par exemple, une demande de puissance RF peut être limitée si le bus DC est en sous-tension ou si le refroidissement est insuffisant. L'idée centrale se résume ainsi. Le contrôle local propose. La supervision globale autorise ou limite. La commande K locale agit sur le cœur plasma en ajustant l'action RF magnétique et la récupération inductive. La commande K globale agit sur l'ensemble, bus DC, stockage, charge utile, refroidissement et sécurité système. La supervision reçoit d'abord les variables du plasma, indiquant la qualité du verrouillage et l'état du cœur. Viennent ensuite les variables électriques, état du bus DC et des flux d'énergie circulants. Les variables de stockage indiquent la réserve d'énergie disponible et la capacité de transition du système. Le volet thermique surveille les contraintes de chaleur sur les parois, les bobines et le fluide de refroidissement. Les variables de diagnostic assurent la fiabilité des mesures avant toute prise de décision. Enfin, les modules externes rapportent leur consommation et leur état opérationnel. En retour, la supervision produit des décisions, autorisation de démarrage, de formation plasma ou de charge utile. Elle peut aussi imposer des limites de puissance, des ordres de délestage ou déclencher un arrêt d'urgence. Illustration d'une balance antique pesant différents symboles mathématiques de stabilité. Style encre sur papier jauni. Mais attention, un indice global modéré ne doit pas masquer un défaut critique isolé. Chaque variable a son propre seuil. La hiérarchie est stricte. La sécurité humaine et matérielle prime sur tout, suivie des diagnostics et de la sûreté du plasma. Viennent ensuite la stabilité du bus DC, la récupération d'énergie et, en dernier lieu, l'optimisation du rendement. Puis viennent la préparation et la formation du plasma, suivi de l'observation et de la phase PLL passive. On atteint ensuite la PLL active, la stabilisation, la récupération d'énergie et la production utile. Enfin, les états critiques, alerte, mode dégradé, arrêt contrôlé ou d'urgence pour finir en état sécurisé. En état off, tout est déconnecté. En veille, seule une supervision minimale et les capteurs environnementaux sont alimentés. La précharge prépare le bus DC sans courant d'appel excessif. Une fois stabilisé, les diagnostics critiques sont activés. La formation plasma crée le milieu progressivement, sans recherche de rendement, pour obtenir un plasma observable. En phase d'observation, on évalue la stabilité. La transition vers la PLL active n'est autorisée que si le mode est fiable. Une fois stabilisé sous PLL active, le système peut passer en récupération contrôlée tant que le plasma n'est pas perturbé. La production utile alimente enfin les charges externes, toujours subordonnées à la stabilité du cœur. En cas d'alerte, on réduit les fonctions non essentielles. Le mode dégradé coupe la charge utile pour préserver la sécurité. L'arrêt contrôlé est une séquence ordonnée. Couper la charge, réduire la puissance RF, stabiliser le bus et enregistrer les données. La supervision résout les conflits. Si la PLL demande de la puissance mais que le bus est faible, la sécurité l'emporte. Le stockage tampon influence tout. En zone critique, la charge utile et les modules auxiliaires sont impérativement coupés. Le refroidissement limite les modes possibles. Si la température grimpe, la puissance est réduite et l'arrêt préparé. Sans diagnostic fiable, pas de mode avancé. Si un capteur devient incertain, le niveau de fonctionnement doit baisser. L'algorithme lit les états, calcule les indices de stabilité, vérifie les seuils et détermine le mode d'action. Chaque décision est journalisée. C'est essentiel pour comprendre les essais, valider la sécurité et identifier les erreurs de logique. La supervision permet une autonomie progressive, du contrôle manuel externe jusqu'à la production nette d'énergie au niveau 6. Les futurs modules chimiques du document D seront intégrés comme charge délestable
surveillé par la supervision globale. Une supervision mal conçue est un risque. Décision trop lente, conflit mal résolu ou transition trop rapide. La validation doit être rigoureuse. Simulation, banque électrique, banc diagnostic, puis test sur plasma faible. Le tableau des modes et autorisations sert de base à la logique de contrôle, garantissant la cohérence de l'ensemble. En résumé, la supervision centrale garantit que la production reste subordonnée à la sécurité et à la stabilité du plasma. Bienvenue dans ce nouveau volet du grand traité de fusion symbiotique. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 6, consacré aux modes de fonctionnement et aux séquences opérationnelles du système intégré. La supervision centrale et la commande K globale agissent comme le cerveau du réacteur hybride. Elles transforment la logique théorique en séquences opérationnelles concrètes et mesurables. Chaque mode opérationnel définit un état global. Quels modules sont autorisés, lesquels sont limités ou strictement interdits pour garantir la sécurité absolue. L'architecture complète repose sur 18 modes globaux, structurant la vie du réacteur, de la mise sous tension jusqu'à l'analyse après expérience. La progression normale est volontairement graduelle. Elle permet de vérifier les conditions de sécurité à chaque étape avant de franchir le seuil suivant. Le mode off est l'état de repos total. Le plasma est absent, les actionneurs désactivés et le bus principal hors tension. C'est le point 0. Le mode veille active une surveillance minimale, communication, horodatage et journalisation. Le système se prépare sans encore solliciter les éléments énergétiques. La précharge énergétique prépare le bus d'essai principal. On monte la tension progressivement pour éviter les courants d'appel et vérifier l'intégrité des convertisseurs. En diagnostic actif, on vérifie la santé de tous les capteurs. On établit l'état initial et on s'assure que la synchronisation temporelle est parfaite avant d'agir. Le mode préparation active les sous-systèmes nécessaires, refroidissement, alimentation gaz et bobine principale. Le décor est planté pour la création du plasma. C'est ici que l'ionisation commence. On applique l'énergie initiale pour créer et confiner le plasma à un niveau stable, tout en évitant les transitions brusques. L'observation est fondamentale. On écoute le plasma sans encore chercher à le contrôler. On identifie les signaux réels et on évalue l'indice de confiance. En PLL passive, la boucle de phase suit le plasma sans agir. C'est une étape de prudence pour vérifier que la fréquence peut être suivie avec une latence minimale. Le verrouillage commence. La PLL agit sur un actionneur avec un couplage faible pour tester l'effet de capture sans forcer le système. La commande K prend le relais pour stabiliser le plasma. On réduit les erreurs de phase et de fréquence pour maintenir un verrouillage robuste et adaptatif. Une fois la stabilité confirmée, on autorise une récupération d'énergie limitée. Le système commence à boucler sa propre chaîne énergétique. Enfin, le mode production utile permet d'alimenter une charge externe. Le réacteur n'est plus seulement une expérience, il devient une source d'énergie. La sécurité est omniprésente. Le mode alerte se déclenche dès qu'un indicateur dérive. On réduit la charge utile et on augmente le refroidissement par précaution. Si l'alerte persiste, le mode dégradé s'impose. On coupe les fonctions non essentielles pour maintenir le système dans un état contrôlable mais sécurisé. L'arrêt contrôlé est une symphonie organisée pour réduire l'énergie sans danger. On désactive les charges, on décharge les bobines et on sauvegarde les précieuses données. En cas de danger immédiat, l'arrêt d'urgence intervient. C'est une réduction rapide du risque, brutale, mais utilisant les circuits de sécurité prévus. Le cycle se termine par l'état sécurisé, suivi de l'analyse post-essai. Chaque événement est décortiqué pour améliorer la prochaine expérience. Rappelez-vous, aucune transition n'est autorisée par simple ordre. Chaque saut vers un mode supérieur doit être validé par des mesures de stabilité concrètes. Le chapitre 6 transforme l'architecture système en un protocole exploitable et sûr. Nous sommes prêts pour le chapitre 7 et ses scénarios d'exploitation. Fin de la transmission. Bienvenue dans cette session magistrale du Grand Traité. Nous plongeons aujourd'hui dans les profondeurs du document C, spécifiquement le chapitre 7. Ce chapitre est le pont entre la théorie de l'architecture et la réalité opérationnelle. Il définit comment nous allons piloter et utiliser notre système. Rédigé par Denis Mamolar, ce document de travail autonome structure l'avenir du réacteur hybride à fusion et de ses applications. L'objet est clair, définir les scénarios d'exploitation possibles, du démonstrateur scientifique à la station autonome de traitement d'eau. Nous explorerons l'alimentation de charges utiles, la production d'hydrogène, de NACLO et les applications humanitaires ou climatiques. Avant d'aborder les scénarios, rappelons que l'architecture générale, les flux d'énergie et la supervision centrale ont déjà été validés.
Le présent chapitre introduit une dimension complémentaire indispensable, la stratégie d'utilisation selon le niveau de maturité du système. Un scénario d'exploitation décrit la manière dont le système peut être utilisé en fonction de son stade de développement technique. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, mais de structurer la progression entre la recherche fondamentale et l'application industrielle. Cette distinction est capitale. Un même concept peut avoir plusieurs usages successifs, de la simple mesure à l'autonomie totale. Nous passerons de la stabilisation du plasma à la récupération d'énergie, puis à l'intégration de modules auxiliaires complexes. La règle d'or est la validation séquentielle, ne jamais revendiquer un succès système sans avoir prouvé les briques élémentaires. La prudence constructive nous impose de ne pas confondre un démonstrateur scientifique avec un prototype énergétique ou une station autonome. La logique d'exploitation respecte une hiérarchie de maturité. Chaque étape dépend du succès critique de la précédente. Cette chaîne montre que l'usage final n'est que l'aboutissement d'un long processus de stabilisation et de distribution contrôlée. On ne peut parler d'application sérieuse sans savoir d'abord mesurer correctement le plasma et identifier un mode exploitable. Il faut également maintenir une PLL stable et appliquer une commande K sûre avant d'envisager la moindre injection d'énergie. La stabilisation du bus DC et la capacité d'assurer un arrêt contrôlé sont les dernières barrières avant l'utilisation réelle. Pour plus de clarté, nous avons classé ces 17 scénarios en 5 grandes familles principales, ordonnées par complexité croissante. Cette hiérarchie permet de présenter le projet de manière crédible aux institutions et aux partenaires industriels. La première famille est purement scientifique. Elle vise à comprendre les modes, les signaux et la synchronisation du plasma. Ici, l'objectif est la connaissance fondamentale, sans aucune prétention de production énergétique à ce stade. Attention! Ce scénario ne démontre pas la stabilisation, mais seulement la faisabilité technique du suivi de phase. C'est le stade de la maîtrise technique, où l'on prouve que le système obéit aux algorithmes de pilotage de Dennis. Vient ensuite la famille énergétique expérimentale. On mesure enfin une récupération d'énergie, même minime. L'enjeu est l'injection réussie sur le bus DC, sans perturber la stabilité du cœur plasma. La quatrième famille concerne les applications limitées. Alimenter une charge auxiliaire ou un module simple dans des conditions strictes. Chaque charge doit être délestable pour protéger la priorité absolue, le maintien de l'état plasma. Enfin, les scénarios autonomes avancés visent une station intégrée, énergie, stockage, eau et hydrogène. C'est la vision finale, où le système devient une plateforme multiservice autonome et résiliente. Détaillons maintenant les scénarios. Le scénario 0 est un banc purement électronique et logiciel. Pas de plasma ici. L'objectif est de tester la logique du système, les protections et les délestages face à des signaux artificiels. Pour réussir ce scénario, nous exigeons une précharge correcte et une réaction parfaite aux anomalies simulées. La journalisation complète et la cohérence des transitions d'état sont indispensables avant de passer à l'étape suivante. Le scénario 1 introduit un plasma réel, mais faible et non fusionnant. Le but est purement diagnostique. Nous mesurons les signaux pour vérifier que nos instruments peuvent isoler les modes réels du bruit électromagnétique ambiant. Au scénario 2, la PLL suit le mode plasma sans agir sur lui. Elle prouve sa capacité de synchronisation passive. Nous surveillons la phase, la fréquence et l'indice de confiance CM pour garantir un suivi sans saut erratique. Le scénario 3 active la PLL. Elle intervient faiblement sur un actionneur pour influencer la stabilité du plasma. Le succès est validé par une amélioration mesurable de la stabilité, soutenant l'idée d'un plasma synchronisable. Le scénario 4 est le cœur de notre innovation algorithmique. Le test de la commande K adaptative en temps réel. Nous comparons un K fixe à un K variable pour prouver la supériorité de l'adaptation automatique aux fluctuations du plasma. Le scénario 5 marque l'entrée dans l'ère énergétique, la récupération électromagnétique inductive, bien que limitée. On cherche à obtenir une puissance de sortie positive sans perdre le verrouillage de phase nécessaire à la stabilité. Au scénario 6, l'énergie est injectée sur le bus DC principal, ce qui demande une stabilisation parfaite de la tension. C'est le passage de la récupération purement mesurée à la récupération intégrée au système global de distribution. Le scénario 7 utilise cette énergie pour alimenter une charge utile simple, comme un module auxiliaire ou une résistance. L'alimentation n'est autorisée que si le stockage tampon est suffisant et que la charge est immédiatement délestable. Le scénario 8 combine contrôle, récupération et charge. C'est l'intégration énergétique complète à petite échelle. Nous mesurons ici le bilan énergétique global visant une stabilisation démontrée et un bus DC parfaitement stable. Le scénario 9 est la version avancée.
Elle intègre refroidissement, stockage et supervision dans une plateforme unifiée. Le terme autonome ici signifie que le système peut se surveiller et réagir sans intervention humaine constante. Le scénario 10 alimente un module de traitement d'eau potable via l'énergie stabilisée du bus DC. C'est le lien direct entre la physique du plasma et les applications humanitaires, l'accès à l'eau potable pour tous. Le scénario 11 convertit l'excédent électrique en hydrogène stockable pour un usage futur ou comme carburant. Cette production exige une sécurité maximale, incluant ventilation forcée et isolation électrique rigoureuse. Le scénario 12 produit de l'hypochlorite de sodium par cellule électrochimique pour la désinfection. La chimie est sous contrôle strict, surveillant le pH, la salinité et la température pour un désinfectant de qualité. Le scénario 13 déploie la vision humanitaire complète dans les zones isolées ou touchées par des catastrophes. Une station capable de fournir énergie, eau et désinfection en totale résilience locale. Le scénario 14 alimente un micro-réseau local incluant éclairage, télécom et services communautaires. Ce scénario n'est envisageable que si une production utile et stable est démontrée de manière durable. Le scénario 15 présente une plateforme de recherche pour les universités et les écoles d'ingénierie. Le message n'est pas « nous avons un réacteur fini », mais « nous avons une architecture testable et crédible ». Enfin, le scénario 16 structure le projet pour un dossier technique ou un dépôt de brevet international. On y décrit l'intégration originale, commande K adaptative, bus DC supervisé et récupération par stabilité. Récapitulons, du niveau 0, la simulation logique, au niveau 5, la première mesure d'énergie récupérée. Puis, des niveaux 6 à 10, de l'injection sur bus DC jusqu'aux applications autonomes avancées. Le passage d'un scénario à l'autre exige 10 critères, dont la stabilité mesurée, la sécurité validée et la reproductibilité des données. Rien n'est laissé au hasard. Chaque étape est documentée et les résultats doivent être parfaitement comparables. Il est vital de distinguer l'autonomie de supervision de l'auto-alimentation partielle permise par la récupération. L'autonomie temporelle courte, permise par le stockage, ne doit pas être confondue avec une production nette continue. Pour une première présentation, nous recommandons le démonstrateur de contrôle plasma avec récupération limitée. C'est la porte d'entrée la plus crédible pour les mondes académiques et institutionnels. Une approche par l'excellence. Le cas applicatif avancé recommandé est la station énergie eau, capable d'alimenter des modules de traitement vitaux. Elle relie la fusion aux besoins climatiques et sanitaires, ouvrant un futur résilient pour la civilisation du bulk. Attention au risque de suraffirmation. Ne confondez jamais une tension mesurée avec une puissance réellement utile. Une mesure de tension ne garantit pas la capacité de fournir un travail énergétique exploitable sur la durée. De même, alimenter une petite charge ne signifie pas que le système produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le bilan global doit rester au centre de toute évaluation de la maturité du système fusionnant. Le stockage tampon peut donner l'illusion de l'autonomie, mais c'est une autonomie temporaire, pas une victoire énergétique. Il faut toujours regarder le bilan énergétique final pour juger de la véritable capacité autonome d'une station. Quatrième risque, stabiliser un plasma est une condition nécessaire, mais elle ne prouve pas encore une fusion productive. Ne suraffirmez jamais la portée d'une stabilisation avant d'avoir prouvé le gain neutronique ou électromagnétique. Enfin, un brevet protège une architecture, mais il n'est pas une preuve de performance physique en conditions réelles. Gardez toujours la rigueur scientifique au-dessus des revendications administratives pour préserver notre crédibilité. Suivons les indicateurs. Pour la science, l'indice de confiance et la stabilité du plasma sont nos boussoles. Pour l'énergie, nous surveillons le bus DC, la puissance de sortie et le temps de stabilisation sous charge. Ce chapitre 7 est le pont entre le cœur du document B et les applications chimiques et sanitaires du document D. En conclusion, ce chapitre trace une route réaliste et rigoureuse vers l'autonomie énergétique et humanitaire. La rigueur est notre allié, la validation notre preuve. Fin de l'étude du chapitre 7, Denis Mamolar, session close. Nous ouvrons aujourd'hui les archives du document C pour une étude approfondie du 8e chapitre. Une session monumentale dédiée à l'architecture d'intégration des modules auxiliaires. Le passage d'un réacteur de recherche à un système énergétique utile exige de connecter le cœur de fusion à des applications vitales, l'eau, l'hydrogène et la chimie appliquée. Ce chapitre, rédigé par Denis Mamolar, organise l'interface système. Il s'agit de préparer le terrain pour le document D qui traitera ultérieurement de la chimie fine et des matériaux. L'idée fondamentale est la suivante. Les modules auxiliaires ne sont pas le cœur du réacteur. Ils sont des applications périphériques, des charges utiles avancées alimentées par le bus DC stabilisé.
Cette chaîne permet d'imaginer une plateforme énergie-eau complète, essentielle pour des scénarios de stations autonomes, de traitement d'eau localisé ou de réponse humanitaire d'urgence. Cependant, une intégration prudente est de mise. Les modules chimiques introduisent des risques propres, gaz inflammables, corrosion, surchauffe et risques de contamination électrique. Pourquoi intégrer ces modules? Parce qu'un système énergétique n'est pertinent que s'il peut alimenter localement des pompes, une filtration, une désinfection ou une production d'hydrogène. Ces applications sont vitales pour les infrastructures résilientes et les zones à accès difficile à l'eau potable, transformant l'énergie pure en ressource vitale. Principe cardinal d'intégration. Aucun module ne doit être relié directement au bus DC sans une interface protégée incluant limitation de courant, mesure de puissance et coupure commandée. La hiérarchie de sûreté est absolue. Le module auxiliaire n'a aucun droit de mettre en péril le cœur plasma, le bus critique ou les systèmes de diagnostic. Classons ces modules en 5 familles. La première concerne les modules hydrauliques, mouvement de l'eau, vannes, réservoirs et débitomètres. La deuxième famille est électrochimique. Elle concerne les réactions alimentées électriquement, électrolyse, génération d'hydrogène, d'oxygène et de NACLO. Viennent ensuite les modules de traitement d'eau pour la potabilisation et les modules de stockage chimique pour l'hydrogène et les désinfectants. Enfin, les modules de sécurité chimique incluent la ventilation, la détection de gaz, les soupapes de pression et les systèmes de neutralisation d'urgence. Le module eau est le cas d'usage le plus important. Sa fonction est de pomper, filtrer, pré-traiter et désinfecter pour fournir une sortie potable. La surveillance est constante. Nous mesurons le débit Q, la pression P, le pH et la température pour garantir la qualité et la sécurité du traitement. L'électrolyse convertit l'énergie électrique en hydrogène et oxygène. Elle peut servir au stockage chimique ou à l'alimentation de piles à combustible auxiliaire. Mais attention, l'hydrogène introduit des risques d'inflammabilité, de mélange gazeux dangereux et de corrosion accélérée des matériaux. Le module hydrogène ne doit être activé que si le système principal est stable, avec une réserve d'énergie de sécurité garantie et une absence de défaut gaz. L'hypochlorite de sodium, produit électrochimiquement à partir de saumure, agit comme agent de désinfection locale pour l'eau, un rôle clé en station autonome. Ce module doit être traité avec prudence. Les procédés chlorés produisent des espèces chimiques dont la concentration et la température doivent être strictement contrôlées. Les capteurs de qualité sont les sentinelles du système. Sans eux, aucun module d'eau ne peut être présenté comme une solution de potabilisation complète. Le pompage est le premier poste de consommation. Il doit être délestable en cas de sous-tension sur le bus DC pour protéger les fonctions critiques. Le stockage permet de découpler la production de la demande. Même si le réacteur s'arrête, une réserve d'eau traitée garantit la résilience de la station. Le stockage de l'hydrogène est un sujet critique. Il doit être ventilé, isolé et doté de ses propres capteurs de fuite et de pression indépendants. L'intégration via des convertisseurs protégés permet la limitation de puissance, le délestage automatique et l'isolation galvanique nécessaire à la sûreté. La puissance totale consommée par ces modules auxiliaires est étroitement limitée par la supervision centrale selon l'état dynamique du bus DC. En cas de déficit énergétique, nous appliquons un ordre de délestage strict. La production chimique est coupée en premier, la sécurité chimique en dernier. Tout module présentant un défaut, fuite, surpression ou surchauffe doit pouvoir être isolé instantanément sans provoquer de réaction secondaire. Même en approche système, la sécurité chimique minimale repose sur la ventilation des gaz, la détection des inflammables et le contrôle thermique des cellules. N'oublions pas l'interaction thermique. Les modules auxiliaires produisent de la chaleur qui doit être gérée par le système de refroidissement global du réacteur. La supervision centrale arbitre en permanence. Elle définit un indicateur S-CHEM représentant l'état de sécurité chimique du système auxiliaire. 6 modes de fonctionnement sont définis, de l'arrêt complet au mode dégradé, garantissant que les auxiliaires restent subordonnés au système principal. Une séquence type, comme celle du traitement d'eau, suit 12 étapes rigoureuses, de la vérification de stabilité au stockage final de l'eau traitée. Pour l'hydrogène et le NACLO, les séquences sont centrées sur la gestion des seuils critiques et la réponse immédiate en cas de dérive de pH ou de gaz. L'application humanitaire représente l'aboutissement du projet. Une station énergie-eau autonome capable de répondre aux défis post-catastrophe. Il faut distinguer le démonstrateur, preuve de concept à petite échelle, du module opérationnel qui exige rendement, maintenance et conformité aux normes. L'intégration possède des limites. Elle ajoute des risques, consomme de l'énergie
et impose une maintenance et des matériaux spécifiques. Le document C peut affirmer que le bus DC peut alimenter ces modules, mais leur sécurité doit être subordonnée et leur délestage possible en tout temps. Prudence! Ne jamais affirmer que l'eau est potable sans protocole ou que les modules chimiques sont sans risque. Cette rigueur renforce notre crédibilité. Le tableau synthétique des modules sert de pont entre l'architecture système et le développement chimique futur du document D. En résumé, les modules auxiliaires sont des charges contrôlées, alimentées par un sous-bus protégé et supervisées par la commande K globale. La règle centrale demeure: l'utilité des auxiliaires ne doit jamais primer sur la sécurité du cœur système. L'interface est désormais organisée. Le chapitre suivant développera la sécurité système, la redondance et la maintenance pour une exploitation fiable du système intégré. Cette session ultra monumentale du chapitre 8 est terminée. Nous poursuivons notre progression vers la centrale symbiotique complète. Merci de votre attention. Document C, chapitre 9, sécurité système, redondance, maintenance et exploitation fiable, une analyse exhaustive par Denis Mamolar. Ce chapitre consolide l'architecture système intégrée par une approche de sécurité globale traitant de la redondance et de la maintenance. Un système énergétique ne se juge pas seulement sur sa production, mais sur sa capacité à fonctionner sans dérives dangereuses. Le principe général est clair: l'exploitation fiable repose sur la mesure, le contrôle, la redondance et le retour vers un état sûr. Il faut distinguer la sécurité locale d'un module de la sécurité système qui supervise l'ensemble de l'architecture. La sécurité système domine. Elle peut désactiver un module sain si l'intégrité globale du réacteur est menacée. Le système doit combiner plusieurs familles de sécurité: plasma, électrique, magnétique et inductive. S'y ajoutent les sécurités thermiques, diagnostiques, chimiques et enfin opérationnelles. Toutes doivent être coordonnées. La sécurité plasma surveille la stabilité, la perte de verrouillage et les instabilités de récupération perturbatrices. Elle protège le bus DC, les convertisseurs et prévient les surtensions ou les courts-circuits destructeurs. La sécurité magnétique et inductive surveille les bobines et l'énergie stockée pour prévenir les surtensions induites. La surveillance thermique des parois et chimique des modules H2 et NaClO est indispensable pour éviter toute corrosion. Les risques chimiques liés à l'hydrogène et au NaClO exigent une étanchéité et une ventilation parfaite. Pour coordonner ces familles, nous définissons un indice global S global agrégeant les risques plasma, électrique et thermique. Cet indice utilise des pondérations précises, mais ne remplace jamais les seuils critiques individuels de chaque variable. Si S global dépasse le seuil critique, un arrêt contrôlé ou une procédure d'urgence est engagée immédiatement. Déclenchement d'une réaction immédiate pour garantir la sécurité du système. La redondance signifie qu'aucune fonction vitale ne dépend d'un seul élément fragile du prototype. Sont rendus redondants la mesure du bus DC, la température des composants et l'alimentation de sécurité. Pour le plasma, la cohérence multicapteur est requise. Un signal isolé peut être un bruit ou un artefact. La cohérence des capteurs contribue à l'indice de confiance du mode, garantissant la fiabilité de la commande K locale. La surveillance du bus DC doit être robuste, incluant des mesures de tension et de courant principales et indépendantes. Un bus de sécurité séparé doit rester alimenté même en cas de coupure de la charge utile ou des modules chimiques. L'arrêt contrôlé ne dépend d'aucun logiciel unique. Il prévoit une séquence matérielle et une dissipation d'énergie. L'objectif est de garantir qu'une énergie minimale stockée est toujours disponible pour ramener le système vers un état sûr. La maintenance préventive vise à éviter les défauts par des inspections, tests de précharge et de décharge. La maintenance conditionnelle détecte l'usure réelle en utilisant les données de fonctionnement pour anticiper les pannes. Nous définissons un indicateur de santé par module. En dessous d'un seuil HMIN, une maintenance est planifiée. Chaque intervention sur le réacteur s'inscrit dans un protocole de maintenance rigoureux et documenté. Après un défaut, la maintenance corrective suit une procédure: arrêt sécurisé, isolation, analyse et réparation. La journalisation enregistre les états, transitions et alarmes pour comprendre pourquoi le système a agi ainsi. Un défaut répété indique un problème profond. Le système interdit alors le mode concerné jusqu'à inspection. La supervision protège le système contre les erreurs humaines par des confirmations d'action et des verrouillages. Un interverrouillage empêche une action si les conditions ne sont pas validées, comme la PLL sans diagnostic critique. L'action est autorisée suite à la validation rigoureuse des interverrouillages. En exploitation, la sécurité plasma surveille les angles de phase et les fluctuations pour réduire la puissance si nécessaire. La sécurité électrique peut déclencher le délestage de la charge utile ou l'activation de la dissipation d'énergie.
Une hausse rapide de température justifie une réaction immédiate avant même d'atteindre le seuil maximal. La sécurité chimique surveille la pression et le pH, tandis que la sécurité diagnostique prévient les mesures fausses. Le mode expérimental limite volontairement la puissance pour privilégier la compréhension et la reproductibilité. Le mode démonstrateur montre une fonction cohérente, une architecture, sans exiger une production nette. Le mode applicatif limite l'alimentation à un module utile délestable comme un capteur ou un petit traitement. Cette charge utile peut être une simple pompe ou un module de traitement, testant l'utilité réelle du système. Le mode autonome est une vision à long terme supposant une supervision fiable et un stockage robuste. Le redémarrage suit une séquence stricte de veille, précharge et diagnostic si les températures sont acceptables. Après un défaut, le redémarrage exige d'identifier la cause et de confirmer l'état sûr de chaque module lié. Chaque essai doit être associé à une configuration précise, incluant version logicielle et seuil de puissance. Un système énergétique ne doit pas pouvoir être commandé sans autorisation, imposant des niveaux d'accès stricts. Une exploitation fiable exige une documentation claire, schéma, matrice de défaut et fiche d'essai. La matrice de défaut relie chaque anomalie détectée à une action immédiate et un mode de repli sécurisé. Cette matrice guide la conception future, assurant que les fonctions comme l'arrêt contrôlé soient multisourcées. Même une bonne architecture ne garantit pas l'absence de risque. Elle réduit les erreurs de conception et d'humain. Nous affirmons prudemment, les fonctions critiques doivent être protégées et les modules auxiliaires délestables. Il ne faut pas affirmer qu'un réacteur est intrinsèquement sûr sans test, ni que la redondance élimine tout risque. La sécurité repose sur une architecture multiniveau traitant les risques comme des composantes d'un indice global. L'application du saut final vient clore cette formulation académique solennelle. En synthèse, ce chapitre consolide la sécurité locale et système pour une exploitation maîtrisable et fiable. Le prochain chapitre servira de conclusion critique et de transition vers le document D et les applications physiques. Document C, chapitre 10. Nous abordons ici la conclusion de l'architecture système intégrée autour du réacteur hybride à fusion. Ce chapitre évalue la faisabilité, les limites de l'intégration, les conditions de crédibilité et la transition vers le futur document D. Le document C occupe une place intermédiaire. Il encadre le cœur réacteur et prépare l'intégration des modules physico-chimiques. L'idée centrale est que le réacteur ne peut être un cœur plasma isolé, il doit être intégré dans un système plus large. Le premier pilier est un bus DC central, colonne vertébrale de la distribution énergétique du système. Deuxièmement, un stockage tampon est indispensable pour gérer les transitions et les pics de puissance. Troisièmement, une supervision centrale assure la gestion coordonnée de tous les modules fonctionnels. La commande K globale arbitre les besoins du système pour maintenir la cohérence et la sécurité. Le système repose sur des modules fonctionnels séparables, permettant une maintenance et une évolution facilitée. Les flux d'énergie, de données et de sécurité sont cartographiés et strictement contrôlés. Septièmement, des modes opérationnels progressifs permettent une montée en puissance sécurisée de la machine. Des fonctions de délestage automatique protègent le cœur en isolant les charges non essentielles en cas de besoin. La fiabilité est assurée par des protections et des redondances sur tous les composants critiques. Le système intègre des charges utiles et des modules auxiliaires pour la chimie et le traitement de l'eau. Enfin, une sécurité système hiérarchisée place la protection du cœur et du bus avant toute autre priorité. Parmi les éléments solides, la modularité est une méthode d'ingénierie classique et robuste pour gérer la complexité. L'usage d'un bus DC et d'un stockage tampon est techniquement cohérent avec les architectures modernes de puissance. La supervision par état et l'importance de la journalisation constituent un socle crédible pour tout système industriel. Plusieurs points sont plausibles mais à valider, comme la coordination précise entre les commandes K locales et globales. Les modes opérationnels et le délestage automatique doivent être testés rigoureusement pour éviter les effets secondaires. L'autonomie progressive est un objectif utile, mais chaque niveau doit encore être démontré par un bilan énergétique net. Certaines parties restent exploratoires, comme l'idée d'une station autonome complète intégrant toutes les fonctions chimiques. La production d'une énergie utile significative dépend du cœur réacteur et ne peut pas être affirmée prématurément. Pour préserver notre crédibilité, il ne faut pas affirmer que le système est déjà autonome ou en production nette. La formulation prudente est « Le document C propose une architecture pour tester et sécuriser progressivement le réacteur. L'intégration système rencontre des limites de complexité et de couplage où une perturbation peut se propager rapidement. La latence des décisions et la fiabilité absolue des capteurs sont des défis critiques pour la supervision centrale. L'ajout de modules chimiques pour l'hydrogène ou le NACLO introduit des risques supplémentaires majeurs.
Le bus DC, bien que central, peut devenir un point de fragilité en cas de court-circuit ou d'oscillation. Surtension, sous-tension et perte d'alimentation des fonctions critiques sont des risques qui imposent un bus de sécurité isolé. La supervision possède ses limites. Erreurs de configuration, bugs logiciels ou dépendance excessive à un indice global. Pour réduire ces risques, il faut tester la supervision en simulation et sur banc avant toute intégration réelle. Les modules d'eau et d'hydrogène ajoutent une complexité sanitaire et de sécurité qui ne doit pas être négligée. Pour être crédible, l'architecture doit être claire, les flux identifiés et le stockage minimal garanti. La supervision doit être testable et chaque essai rigoureusement documenté par une journalisation sans faille. Un premier prototype visera à valider les flux, la supervision et le délestage avant d'intégrer un cœur plasma. La connexion au cœur plasma exige des diagnostics validés, un bus stable et une sécurité thermique active. L'intégration chimique nécessite des sous-bus protégés et une isolation stricte vis-à-vis du réacteur principal. La feuille de route débute par la consolidation documentaire, la simulation et les bancs d'essai pour le bus et la supervision. Les phases finales concernent l'intégration du plasma, le contrôle limité et enfin les modules auxiliaires à petite échelle. Le document D prendra le relais pour approfondir les carburants de fusion, la chimie de l'eau et la sécurité chimique. Il traitera des carburants, de l'hydrogène, de l'oxygène, de la corrosion et du stockage sécurisé des gaz. La table de maturité permet de positionner clairement chaque élément, distinguant le solide de l'exploratoire. La contribution majeure du document C est d'avoir transformé l'idée de réacteur en une plateforme système organisée. L'architecture est rationnelle et progressive. Le succès dépend maintenant du respect de cette feuille de route et des validations par étapes. Architecture crédible égale module clair, flux maîtrisé, sécurité prioritaire et validation progressive. Fin du document C.